Fin de cette conférence, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On y répondra bien évidemment avec grand plaisir et je vous retrouverai aussi à la fin. Très bien, maintenant je vais vous parler un petit peu de la croisière en Italie. C'est à bord du Royal Clipper, donc c'est un voilier. Le voilier, alors j'ai noté, parce que je ne me souviens pas de tout, on peut accueillir environ 227 passagers maximum, donc vous restez vraiment en, je dirais, petit comité. C'est le plus grand voilier à 5 mâts à voile intégral. Dans les escales mythiques que vous allez retrouver, donc Sorrente, Amalfi, Taormine, Lipari, Stromboli, voilà, vous allez vraiment faire longer la côte italienne jusqu'en Sicile pour ensuite remonter. Et ça va être sur donc, la thématique, une immersion dans l'histoire et l'art italien pour les passionnés. Voilà pour votre bateau, hein, donc le voilier à 5 mâts, le Royal Clipper, qui est vraiment magnifique à l'intérieur. Serge connaît, pas le Royal Clipper, non, mais le Star Clipper, je crois, ou le Star Flyer. Ils n'ont que 3 voiliers, hein, la compagnie Star Clippers. Ils sont faits de la même manière, hein, puisque c'est en bois à l'intérieur, en merisier, c'est très luxueux. J'essaie de passer et voilà, je vais laisser ensuite la parole à Serge par rapport à ce que vous allez découvrir durant votre croisière, hein, parce que vous allez faire des excursions, des visites, et donc c'est vraiment sur une thématique histoire de l'art. Et donc, alors là, je dois dire que j'ai eu la chance, donc déjà l'an dernier, d'être sur effectivement le Star Flyer, c'est-à-dire un bateau très très proche. Alors, ce qui est déjà merveilleux, c'est que c'est un vrai voilier. Donc, vous avez la cérémonie de la levée des voiles, de la descente des voiles, tout ça est vraiment un moment. Et contrairement à des bateaux où, soyons francs, les voiles sont un peu un argument visuel parce que tout marche au moteur, là, on est vraiment dans un voilier. Alors évidemment, ça a comme contrepartie que le bateau est un plus petit bateau. Les cabines sont effectivement aussi forcément plus petites que sur certains autres bateaux, mais c'est un art de vivre très particulier que l'on a dans ce cadre-là. Et le programme est un très beau programme et entre autres, il y a des moments assez étonnants. Alors par exemple, c'est anecdotique, mais je veux dire qu'on passe de nuit à côté de Stromboli. Et là, on voit à quel point Stromboli est encore un volcan véritablement en activité. Je dois dire que quand vous êtes de nuit, vous avez une sorte de feu d'artifice absolument étonnant que l'on découvre et de voir le ciel avec tous ces jets orange et rouge. C'est assez surprenant, tout ça avec l'installation sur le pont du bateau. C'est très, très agréable. Et nous allons voir les sujets que je vais vous proposer. Alors, effectivement, là, nous serons sur l'Italie et nous allons voir un peu des grands thèmes qui sont les grands thèmes de ces artistes que l'on peut voir à Rome et qu'on peut évoquer dans le passé italien. Alors Michel-Ange bien sûr, que j'évoquerai, celui que j'ai appelé le génie inquiet, puisque Michel-Ange, c'est un être torturé, compliqué, c'est un peu l'antithèse de ce qu'on attend de la Renaissance, mais c'est une figure ô combien étonnante, et en plus allie tous les talents, architecte, peintre, sculpteur, même si Michel-Ange se voulait avant tout sculpteur, c'était le domaine. Donc l'un des thèmes sera Michel-Ange. Autre sujet évoqué, le baroque. Alors là, bien sûr, il y a un maître qui s'impose en Italie, c'est Bernini, le Bernin en français, qui est vraiment l'artiste par excellence du baroque. Et on vous montre, par exemple, dans cette sélection, quelques-uns des éléments qui sont les points forts de l'œuvre de Bernin, le fameux baldaquin de Saint-Pierre, la chaire de Saint-Pierre à l'intérieur de Saint-Pierre de Rome, la base de la fontaine des fleuves, place Navone à Rome, et puis alors une des œuvres que j'aime le plus, qui est la transverbération de Sainte Thérèse d'Avila, grand sujet. Alors là, il faut aimer le baroque, hein, c'est une mise en scène de l'extase tout à fait extraordinaire, avec cette Sainte Thérèse quasiment en pamoison au moment où elle reçoit la flèche d'or qui lui vrille le cœur, et comme elle le dit dans ses mémoires, plus elle souffre, plus elle atteint un état d'extase absolue, qui fera dire à un Français du XVIIIe, qui, comme tous les Français du XVIIIe, n'aime pas le baroque, c'est le président de Brosse, et dans ses souvenirs, quand il voit cette sculpture de Sainte Thérèse, lui qui fait des commentaires, c'est ce qu'on appelle les lettres d'Italie, et le président de Brosse, qui est un parlementaire, a sur cette sculpture un commentaire lapidaire. Il met « Si c'est ça l'extase, moi je connais ». Donc, c'est-à-dire qu'il montre à quel point c'est une extase très charnelle en tant que telle, que l'extase de Sainte Thérèse, et c'est absolument un des chefs-d'œuvre absolus de la sculpture que Bernin nous a laissé. Et puis alors,
Et évidemment, Caravaggio, parlait de lui, je parlais de lui tout à l'heure avec Paul lors d'une interview, eh bien voilà, Caravage, l'ange du désordre, j'aime beaucoup ce nom, parce que Caravage, c'est évidemment celui qui va bousculer totalement les règles de la peinture, qui va, j'aime pas du tout ce terme en peinture, être à l'origine d'une révolution picturale, et c'est vrai que le caravagisme va toucher absolument toute l'Europe, je dirais grosso modo entre 1600 et 1620, toute l'Europe est caravagesque, il y a vraiment une emprise extrêmement forte de ce peintre, et c'est exceptionnel, parce que c'est le mauvais sujet par excellence, mais on lui pardonne, la papauté lui pardonne, les autorités lui pardonnent, parce que son talent est le talent qu'on attend à l'époque. Et Caravage, c'est vraiment un des gros sujets. Alors là, en plus, notre parcours va parfaitement nous permettre de l'illustrer, puisque nous partons de Rome, où il a travaillé, nous passerons à côté de Naples, où il séjournera par 2 fois, nous allons jusqu'en Sicile, où il a également travaillé, donc tout notre parcours est un parcours sur les traces de Caravage. Et voilà, alors là aussi, puisque nous aurons, entre autres, dans les excursions Pompéi, qui est prévu, donc très très belle représentation. Voilà un peu pour ce que vous allez découvrir durant cette croisière en Italie. Maintenant, on va vous parler un peu donc, de notre nouveauté. C'est un séjour uniquement à Madrid. C'est une nouveauté que nous avons conçue avec Serge, donc qui va être vraiment à même de vous en parler plus en détail. Vous retrouverez la brochure à la sortie de cette conférence. Et je te laisse peut-être parler des points forts de cette incursion à Madrid. Merci Caroline. Ça, c'est vraiment une nouveauté, puisque jusqu'à présent, j'avais la chance pour Voyage d'Exception d'être toujours lié aux croisières. Là, c'est un voyage évidemment terrestre que nous vous proposons. Et c'est un petit peu ce que nous avons envisagé, Lionel Rabier, le directeur de Voyage d'Exception, et moi, lorsque nous sommes rencontrés. C'est justement quelques parcours qui sont des parcours terrestres. Alors qu'on essayera de faire des voyages qui ne seront pas très longs en tant que tels, pour qu'entre autres des gens qui sont encore en activité puissent se greffer sur ce voyage, et qui seront à chaque fois des voyages où j'aurai le plaisir de mettre un petit peu la ville que l'on découvrira en évidence. Alors là, par exemple, vous le voyez, c'est un programme qui nous offrira des avantages. Par exemple, nous irons bien sûr au musée du Prado, mais nous allons rentrer 1 heure avant le public. Donc, on aura un accès privatisé au Prado. Nous serons donc en avance par rapport au public. Et j'allais vous dire que c'est une avance qui perdure, parce que comme nous avancerons dans le musée, quand le public rentre, ils sont dans les premières salles, nous serons déjà plus loin. Donc, a priori, nous aurons les Velázquez ou les Goya pour nous, ce qui est déjà absolument étonnant. Vous savez bien sûr que le Prado est le plus beau musée au monde pour la peinture espagnole, ce qui est logique. Et c'est vrai que l'on aura des temps forts. La salle des Ménines de Velázquez est évidemment tout à fait exceptionnelle. Donc nous aurons cette visite. Nous irons également à l'Escorial qui est à une 50aine de kilomètres de Madrid, ce fameux palais monastère, puisque c'est à la fois, vous savez que c'est Philippe II qui a voulu à tout prix cet étonnant ensemble palais et monastère à la fois, et qui est vraiment un des lieux très caractéristiques de l'esprit espagnol. Il y a vraiment ici un mysticisme très important, en même temps une vision d'austérité qui est aussi là dans le cadre qui est autour de l'Escorial. C'est un très grand thème. L'art moderne, nous le verrons, puisque bien sûr, nous irons visiter le musée d'art de la Reine Sophie, le centre d'art de la Reine Sophie, qui est un peu l'équivalent du centre Georges Pompidou à Madrid, et c'est là où se trouve une icône de l'art moderne, puisque vous avez Guernica, qui est présenté maintenant dans les salles du Centre d'art de la Reine Sophie, et c'est un lieu qui est aussi, en dehors de Picasso, un lieu qui présente dans un bâtiment ancien une exceptionnelle collection d'art moderne et d'art contemporain. Donc nous aurons l'art ancien, l'art moderne. Alors là, nous serons évidemment pour les visites, mais à l'hôtel, je vous proposerai une conférence en salle qui permettra de situer un peu les choses, et vous en avez le thème, splendeur et richesse du siècle d'or espagnol. Le siècle d'or, c'est évidemment le XVIIe, et là, nous verrons déjà, et ça sera un moyen pour encore plus profiter
des collections que l'on verra dans les musées, eh bien, de parler de Velázquez déjà, mais de Zurbarán, de Murillo, de Valdés Leal, de tous ces peintres qui ont été vraiment les grands artistes de l'Espagne, entre autres le règne de Philippe IV. Donc Philippe II pour l'Escorial, Philippe IV principalement pour ce siècle d'or. Et puis, je l'évoquais, alors là, vous avez un florilège de chefs-d'œuvre. Hein. 3 œuvres qui feraient rêver absolument tout le monde. Les Ménines de Velázquez, vous les reconnaissez. Le fameux 3 mai, les 13 des Maillots de Goya, ce tableau qui devient... Alors là, je trouve assez extraordinaire le montage parce que vous avez 2 tableaux qui, en histoire de l'art, transcendent le sujet. C'est-à-dire que ce sont des événements réels. Le 3 mai, c'est le 3 mai 1808, quand il y a eu cette répression des Français face aux Espagnols qui se révoltent contre l'occupation napoléonienne. Et ce tableau est extraordinaire parce que c'est un tableau qui représente un fait précis, une date précise, mais qui est traité par Goya de façon universelle. Et c'est un tableau qui représente tous les peuples martyrisés. C'est un dépassement de l'anecdote pour arriver à l'universel, exactement ce que Picasso réalise avec Guernica, et entre autres cette idée géniale. Picasso avait envisagé Guernica d'abord avec de la couleur, puis il prend conscience que, vu le drame, c'est le noir et blanc qui s'impose, et le grand poète Éluard aura une formule magnifique devant Guernica. Il dira, avec ce tableau qui est en noir et blanc, Éluard dira, au fond, Picasso nous a envoyé le faire-part de deuil de notre société. Faire-part de deuil de notre société, sublime explication. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit très bien au Centre d'art de la Reine-Sophie les études où la couleur est entre autres encore présente, et puis tout disparaît pour ce noir et blanc extraordinairement fort. Aussi, alors là, dans les lieux qui sont les grands lieux, le fameux Palais Royal de Madrid, ce palais royal tout à fait somptueux, où nous verrons bien sûr ces salles d'apparat. Et là, ça sera assez amusant, parce que j'en ai parlé tout à l'heure en donnant leur nom, mais vous avez, par exemple, ici, on le devine dans la salle du trône, mais vous avez des décors vénitiens, puisque là, la monarchie espagnole fera appel au Tiepolo pour venir décorer le palais royal. Et c'est le grand succès de ces artistes rococo vénitiens, la famille des Tiepolo, qui viendront travailler à Madrid. Et entre autres, le père, Giambattista Tiepolo, mourra d'ailleurs à Madrid. Ça sera la fin de sa carrière. Là, j'en dis pas plus, ça sera une fin de carrière en demi-teinte, même si les œuvres des Tiepolo sont très visibles au palais royal. Et puis alors, évidemment, à chaque fois, alors l'Escorial, que vous reconnaissez bien sûr, l'Escorial, ce tellement espagnol, ce palais-forteresse, dans ce cadre très particulier, entouré de montagnes, et cet immense palais de forteresse, en plus, quand on a une vue aérienne, on voit très très bien que le plan du palais reprend la forme d'un grill, puisque ce palais commémore une inauguration liée à la fête de Saint-Laurent et que Saint-Laurent a subi le martyre du grill. Donc il y a toute une symbolique même dans l'architecture exceptionnelle. Voilà le bâtiment qui est donc l'équivalent du centre Georges Pompidou, c'est le centre d'art de la Reine-Sophie, ce bâtiment qui a donc changé de destination et qui est devenu ce musée d'art moderne. Et puis alors là, un endroit moins connu, mais personnellement que j'aime beaucoup, et j'ai demandé qu'on le visite, c'est l'Académie San Fernando. L'Académie San Fernando, c'est l'Académie espagnole. C'est un peu l'équivalent de ce que pouvait être en France l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et l'Académie San Fernando, c'est un bâtiment qui a sa collection. Et tous les grands peintres espagnols sont évidemment représentés dans cette collection. Mais ce sont des tableaux moins connus parce que peu de gens visitent l'Académie San Fernando. Et c'est vraiment une sorte de très beau musée espagnol avec des œuvres moins connues que celles que l'on peut voir par exemple au Prado. Et je trouve que c'est une visite intéressante. Alors il faut savoir qu'évidemment devenir académicien, c'était pas simple. Goya va rater plusieurs fois son entrée à l'Académie San Fernando. Il deviendra membre de l'Académie après plusieurs échecs. Et d'ailleurs, ça expliquera une raison pour laquelle Goya, au début de sa carrière, eh bien, sera obligé de travailler pour gagner sa vie. Et il travaillera pour une autre institution royale, qui est la Manufacture royale de Santa Barbara, qui est la grande manufacture des tapisseries. Et Goya donnera des cartons de tapisserie pour Santa Barbara parce qu'il n'est pas encore académicien. Et ce qui est merveilleux, je terminerai l'histoire là-dessus, c'est qu'il devient académicien, mais Goya est infidèle. Et il continuera pendant des années à donner des cartons de tapisserie, alors qu'il est un artiste reconnu, mais il remerciera cette manufacture de Santa Barbara.
et donnera des cartons. Il travaillera encore presque une dizaine d'années une fois devenu académicien pour cette manufacture. Donc l'Académie San Fernando, c'est très intéressant et c'est pas forcément un endroit très connu. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait absolument intégrer dans notre programme. Très belle idée. Donc là, on va partir sur une croisière au Japon. Donc vraiment entre l'art et les traditions japonaises. Au niveau donc des escales et des points forts, donc vous allez vraiment faire un magnifique tour au Japon, puisque vous partez de Tokyo pour retourner sur Tokyo. Et durant ces escales, vous allez faire donc Osaka, Okinawa, Fukuoka. Vous faites toujours une escale en Corée du Sud, puisqu'il y a une loi de cabotage qui impose que le bateau ne peut pas stationner uniquement en fait au Japon. Vous êtes obligé de faire une nuit en Corée du Sud. Et nous, en fait, on aime beaucoup cette particularité, puisque ça permet également de visiter ce magnifique pays, très proche du Japon, mais si différent du Japon. Donc ça mérite de voir, de faire une petite incursion. Vous allez donc découvrir Tokyo et ses environs, Jeju donc en Corée du Sud, déguster le fameux bœuf de Kobe et également donc découvrir toutes les traditions japonaises comme la cérémonie du thé entre autres. Voilà, vous allez également pouvoir discuter et échanger avec nos guides qui sont franco-japonais ou japonais mais qui parlent très bien français, avec qui vous pourrez échanger avec eux parce qu'ils seront présents également durant tout au long de votre croisière. Et donc là, dans cette particularité, vous allez retrouver donc Serge et Franck Ferrand, le duo de choc. Vous serez sur le Celebrity Millennium. Donc ce bateau, il a 1109 cabines, environ 2200 passagers. Sachez que ce n'est pas un gros bateau par rapport à d'autres, je ne citerai pas le nom de croisiéristes qui sont sur 5000 passagers. Il faut savoir quand même que les eaux, la mer au Japon est quand même peut être parfois assez agitée. Donc on ne peut pas faire du voilier par exemple et faire le tour du Japon. Donc ça nécessite quand même d'avoir un navire assez important, qui est très beau, qui est vraiment très bien, des cabines très confortables. Vous mangez très bien à bord. Vous avez plein d'activités aussi à bord si le temps vous le permet. Les conférences sont en cours. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire. Je te laisse maintenant la parole. Oui, alors... Le duo de choc, effectivement. Alors là, quand je parlais, alors jusque-là, j'ai eu des voyages où j'étais tout seul, hein, puisque la croisière Italie qui nous conduit jusqu'à la Sicile, de Rome à la Sicile et retour, là, je serai tout seul. Pour les conférences, le voyage à Madrid, je serai tout seul. Alors là, je retrouve un de mes vieux complices, parce qu'en Franck est un de mes meilleurs amis, et j'ai eu la chance de beaucoup participer à ses émissions de radio quand il était encore sur Europe 1, puisque nous avions fait le compte. J'ai fait 60 émissions avec lui sur Europe 1. J'ai fait plusieurs émissions de télévision également avec lui quand il avait son émission sur France 3. Donc Franck est vraiment quelqu'un que je connais bien, on s'entend merveilleusement. Et c'est évidemment, on va faire un tandem de choc, j'espère. Et au niveau des conférences, je dois dire, pour moi, c'est des sujets qui sont en train de se mettre en place. Il y en a déjà deux absolument que je traiterai, c'est-à-dire un des grands domaines artistiques japonais, c'est l'estampe. Le thème de l'estampe japonaise avec Hiroshige, Okusai, Utamaro, qui sont vraiment des artistes tout à fait fascinants et qui montrent une spécificité japonaise. Puis alors un sujet que j'aime beaucoup, ça j'y tiens, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est le japonisme. Alors, le japonisme, c'est la façon dont l'Occident a reçu le Japon au moment de l'ouverture du Japon. Vous savez que l'histoire japonaise a un phénomène très étonnant. Au XVIIe siècle, le Japon veut garder sa pureté et se referme, et donc il n'y a plus de contact, à part par quelques comptoirs, avec le reste du monde. Et le Japon, pour des raisons économiques, 2 siècles plus tard, est obligé de s'ouvrir, et donc fermé au XVIIe, ouvert au XIXe, et le monde européen, entre autres, va découvrir tout un art japonais qu'on ne connaissait pas. Et ça va être à l'origine ce qu'on appelle le japonisme. Alors c'est merveilleux le japonisme parce que c'est à l'origine d'une explosion dans tous les domaines. L'architecture, les arts décoratifs, la peinture, tout va être marqué par l'influence du Japon, quitte d'ailleurs à dire n'importe quoi.
Et Dieu sait qu'il y a un artiste que j'admire beaucoup, c'est Van Gogh, mais quand Van Gogh écrit sur le Japon, c'est absolument n'importe quoi. Entre autres, il écrit « Les Japonais sont les plus grands artistes parce que ce sont les premiers à travailler en plein air ». Évidemment, les artistes japonais n'ont jamais travaillé en plein air. Et donc, il y a beaucoup d'erreurs. Mais ça permet aux artistes occidentaux d'évoluer. Et le japonisme fait changer absolument toute la peinture occidentale. Et c'est une passion. Vous en avez tous une preuve quand vous êtes chez Claude Monet à Giverny. Vous savez à quel point les murs sont couverts d'estampes japonaises. C'est la collection personnelle de Monet qui était absolument fou du Japon. Toulouse-Lautrec, qui a les moyens par sa famille, se fait livrer une table de peintres japonais pour apprendre avec les instruments japonais la peinture. Puis je terminerai sur une jolie formule qui va réunir deux des peintres dont j'ai parlé, Lautrec et Van Gogh. La légende veut, mais c'est sûrement vrai, que ce soit Lautrec qui est conseillé à Van Gogh de quitter Paris pour Arles, et il lui a dit « Pars à Arles, tu vas découvrir le Japon français ». Le Japon français, c'est ce qui introduit évidemment Van Gogh vers le monde arlésien. Donc c'est un très beau thème, le japonisme, mais ça touche tous les domaines. Émile Gallet, dans les services de table, est très marqué par l'influence du Japon. Donc tout ce qui est aussi art décoratif que j'évoquerai sera très marqué. Donc voilà deux des sujets. Alors voilà, merveille, j'aurais dû, voilà, le monde des estampes japonaises, et puis alors, les phénomènes qui sont les phénomènes récurrents qu'on trouvera par la suite, c'est-à-dire comment une œuvre japonaise est reprise, par exemple ici, entre le Japon et Van Gogh, comment, alors c'est merveilleux, parce qu'évidemment, il va y avoir tout un travail, et Van Gogh, par exemple, de tout ce qui était ici, veut strictement rien dire. Je n'ai pas besoin de vous dire que Van Gogh connaît absolument pas les principes de l'écriture japonaise, donc c'est exactement comme à une époque, avant Champollion, on faisait des hiéroglyphes qui étaient des jolis dessins et qui voulaient strictement rien dire. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a l'œuvre de base. Et si vous regardez bien, c'est assez intéressant, parce qu'on voit, même si là la lumière est présente, mais on voit aussi le regard des Occidentaux. Vous allez voir, c'est très nettement ce que j'évoquais, l'estampe. Et Van Gogh, lui, rajoute les rayons de lumière alors qu'il pleut sur les montants du pont. C'est déjà le regard d'un peintre habitué au travail de la lumière qu'il introduit dans l'estampe. C'est-à-dire qu'il reprend l'estampe, mais il la modernise et il en fait un univers qui, pour un Japonais, est à hurler, mais qui est évidemment une des évolutions. Et c'est ça, ce qu'on appelle le japonisme. C'est cette façon dont les Occidentaux vont récupérer le vocabulaire japonais, le détourner très souvent, mais ça sera une étape de la modernité. Donc voilà déjà deux des sujets que j'aborderai, le monde de l'estampe, le monde du japonisme, mais je pense également que je vous proposerai un sujet autour de l'architecture au Japon. Alors là, différentes visions qui seront des étapes de notre voyage que Caroline a situé. Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver tout au long de votre voyage. Donc on vous a mis quelques photos des différentes escales que vous découvrirez tout au long de cette magnifique croisière. Voilà, je regarde un peu le chrono pour qu'on ne déborde pas trop. Là, on va revenir un peu en France. Il me semble, voilà, ah oui. Puisque là, on revient sur la Seine avec... tout s'enchaîne, vous voyez, on l'a construit. Hein. Voilà. C'est une croisière sur la Seine, donc la thématique, c'est Monet, puisque 2026 sera une année particulière. L'année Monet. Voilà, l'année Monet. Au niveau des escales, donc ça sera de Paris à Paris, vous allez jusque les Andelys, Honfleur, Rouen, et ensuite vous revenez sur Paris, donc c'est une courte croisière. Parmi donc ces points forts, c'est effectivement Claude Monet, que vous allez vraiment avoir en double thématique, puisque ça sera aussi bien donc, autour de l'histoire de l'art et donc de la musique. Vous allez voir le musée Eugène Boudin, le musée des Beaux-Arts de Rouen, les fameux jardins de Giverny. Et je vais te laisser, je pense, un peu plus la parole. Alors, sur le bateau, vous serez sur le Seine-Princesse. Je crois, de mémoire, voilà, c'est 67 cabines. Donc, c'est réservé change d'échelle. Pour voyage d'exception sur cette date-là.
Vous serez donc avec Serge et Sophie Lemonnier-Vallès, puisque, comme indiqué, ce sera sur une double thématique, musique et art. Oui, là on retrouve le tandem que nous avions évoqué tout à l'heure. Donc Sophie pour la musique et moi pour l'art, surtout la peinture, mais différents domaines. Alors c'est vrai que Monet s'imposait un peu en 2026, puisque Monet est mort en 1926. Donc c'est une année anniversaire. Vous savez qu'on a beaucoup pris l'habitude de fêter les dates de décès des artistes. On fête plus les décès que les naissances. C'est un peu étonnant, mais c'est une habitude maintenant. C'est les dates de décès que l'on met en valeur. Et Claude Monet disparaît donc en 1926. Et nous avions envisagé, Sophie et moi, justement ce parcours qui nous permettra de rencontrer ces lieux qui ont été vraiment des lieux de création pour l'impressionnisme. Monet est ô combien important. Et c'est vrai que quand on regarde les différents tableaux de Monet, on va voir une évolution absolument remarquable, de tableaux qui sont encore, comme les quais du Louvre, dans une vision encore assez traditionnelle de ce qui pourrait être le réalisme, vers l'impressionnisme, et puis vers la fin également, vers une libération dans les années 1890, qui va même pouvoir annoncer le passage à l'abstraction. N'oublions jamais que Kandinsky a toujours dit que Monet était pour lui une des étapes qui lui avait permis de comprendre que la peinture pouvait être autre que figurative, pouvait donc être abstraite. Donc Monet, c'est vraiment un artiste d'abord tout à fait fascinant au niveau de l'évolution de sa carrière. Et puis c'est vraiment, j'allais dire, un peu la mise en évidence de cette nouvelle esthétique qu'est l'impressionnisme, dont Monet est sûrement l'un des plus grands représentants. Et cette croisière va nous permettre, vous l'avez vu, Caroline l'a dit, de voir des lieux importants. Et le musée Boudin, puisque Boudin est une des références absolues pour Monet, Giverny, ô combien important, puisque c'est la dernière demeure de Monet, et que Monet a totalement créé de toutes pièces le jardin. Le fameux jardin est une pure création de Monet. Le fameux étang des nymphéas n'existait pas. C'est Monet qui le fait réaliser, puisqu'il veut avoir une étendue d'eau pour ses recherches sur la lumière. Donc voilà un petit peu tout ce qui sera un très beau voyage, assez court, mais très beau. Voilà, après ça, c'est des photos des différentes escales que vous allez visiter, puisque ce sera une croisière assez courte, mais assez dense quand même. Vous aurez beaucoup de visites, beaucoup de conférences et après aussi de la musique. Et des concerts. Ça va être très, très enrichissant. Là, on va repartir dans une autre destination. Donc là, on repart plus dans l'Est, le Nord, puisqu'on va dans la Baltique, les perles scandinaves. Donc là, ça va être vraiment, ça sera beaucoup plus long. Vous allez faire donc, vous allez avoir différentes escales. Je note, c'est à bord du Celebrity Eclipse. Je pense qu'il y aura des photos après. C'est 1426 cabines, donc environ 2800 passagers maximum. Il a été rénové en 2021. Donc voilà, en termes d'escale, vous allez voir Oslo, Stockholm, Tallinn, Helsinki, Copenhague, pour un retour sur Amsterdam et retour sur Paris. Donc là, vraiment, c'est les plus grandes œuvres des artistes scandinaves, comme Edvard Munch, Rembrandt, Van Gogh, Vermeer. Vous allez vraiment être en totale immersion dans leur ville natale. Donc pour les passionnés, vous allez en découvrir plus sur leurs origines. Une plongée aussi dans l'architecture, avec des designs très scandinaves qui sont inspirés par ces grands artistes. Et vous allez suivre les traces des mouvements. Donc je passe un petit peu. Oh pardon, j'étais un peu trop vite. Voilà, donc là vous serez en compagnie de David Chantran et toujours de Serge. Donc vous avez quelques photos du Celebrity Eclipse. Et pareil, je crois que tu as déjà voyagé avec David, il me semble. Pas encore, mais David, je le connais très très bien. C'est aussi un ami, décidément. C'est toujours la chance de pouvoir choisir avec qui on voyage. Donc entre Sophie, Franck, David, sont vraiment des gens que j'aime beaucoup. Alors David, vous le connaissez, c'est un très très grand spécialiste de Napoléon. J'allais dire que c'est un peu l'héritier de Jean Tullard, avec qui j'ai eu la chance de voyager. Et David, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu le grand spécialiste de Napoléon. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, très enthousiaste sur beaucoup de sujets. Et ça fait très longtemps qu'on envisage un voyage tous les deux, mais on n'a jamais des dates qui correspondent. Donc cette fois-ci, ça y est. Donc je suis très content de partir avec David.
C'est vrai que ce seront, moi, des sujets que je pourrais aborder. Alors, je dois dire que là, on a un peu pléthore de sujets. En plus, des villes comme Stockholm, comme Copenhague sont des villes d'une très, très grande richesse au niveau du patrimoine. Vous avez des musées assez extraordinaires dans ces grandes villes qui sont les villes scandinaves. Puis vous avez des villes de charme actuellement qui tremblent beaucoup, comme Tallinn, puisque Tallinn est en Estonie et je pense que vous savez que c'est pas forcément une situation facile actuellement et que l'Estonie est un pays qui se réarme beaucoup à l'heure actuelle, mais l'Estonie offre une ville. Alors Tallinn, c'est vraiment un petit bijou. Pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, alors en caricaturant un peu, je dis par moments c'est Joujouville, hein, tellement c'est une ville de charme, des façades de couleurs. C'est vraiment un petit bijou dans les villes de la Baltique. C'est vraiment une des villes très séduisantes entre Riga, Vilnius et Tallinn, les trois villes qu'on associe toujours. Tallinn est vraiment la ville qui a, moi j'aime beaucoup Vilnius qui ressemble un peu à Prague, Riga est plus russe et Tallinn c'est vraiment la ville de charme, donc vous la découvrirez. C'est une ville dont le centre est assez petit et on peut tout faire à pied, c'est très très séduisant. Donc ça va être, je pense, un très très beau voyage. Alors là, le programme n'est pas encore totalement défini. Ah, une des versions, parce que Munch en a fait plusieurs. Le cri n'est pas du tout une version unique. C'est évidemment une œuvre dont il existe plusieurs versions par Munch dans des lieux différents. Alors vous avez en plus maintenant à Oslo un extraordinaire musée Munch dans un bâtiment qui a beaucoup défrayé la chronique. Parce que le moins qu'on puisse dire, on n'est pas dans l'architecture locale. C'est un bâtiment extrêmement moderne qui s'apparente un peu à ce qu'on appelle en architecture le style brutaliste, c'est-à-dire un bâtiment qui s'impose et qui ne s'intègre pas. Je ne peux pas vous dire que tout le monde a adoré ce bâtiment, mais l'intérieur est assez exceptionnel. Alors là aussi, différentes vues de tout ce que l'on découvrira. Votre croisière. Donc, on est encore dans les temps. Là, on va partir sur la transatlantique à bord du Queen Mary 2, donc du 19 au 27 septembre 2026. Donc c'est la mythique traversée de Southampton à New York, avec l'arrivée donc sur New York. Et donc là, bon, il n'y a pas d'escale. Hein, oui, ça. Une semaine. Ça c'est, comme dirait MacMahon, que d'eau. Hein. Voilà. C'est une semaine en mer, donc à bord de ce fameux Queen Mary 2 qui est absolument mythique. Vous pourrez donc effectivement prolonger votre séjour avec une extension à New York si vous ne connaissez pas New York et que vous souhaitez découvrir New York, puisque à votre arrivée, vous arrivez très tôt le matin pour voir le lever de soleil, je dirais, sur New York, la Statue de la Liberté. Vous avez une petite visite le matin et après vous reprenez le vol retour, parce que vous ne refaites pas la traversée dans l'autre sens. Vous prenez l'avion pour rentrer sur Paris, mais vous avez possibilité de prolonger votre séjour de 3 jours à New York. Donc là, c'est en extension. À bord, vous allez retrouver le fameux Tea Time. Vous aurez donc plusieurs conférences qui seront données à bord. Là, c'est vraiment, je dirais, un peu le Titanic avant qu'il ne songe. Oui, heureusement. Avec les soirées de gala. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à prendre vos plus belles toilettes avec vous. Si le cœur vous en dit, ce n'est pas obligatoire, mais on le recommande fortement, au moins pour 1 ou 2 soirées de gala. Voilà, effectivement, on parle de l'arrivée spectaculaire à New York. Hein, c'est une arrivée qui est assez mythique et à découvrir. Et donc là, vous serez en compagnie de Serge. Vous voyez quelques photos du Queen Mary 2 qui est absolument majestueux. Oui, alors moi j'ai eu la chance déjà d'être 2 fois sur le Queen Mary 2. J'ai donc fait 2 fois cette traversée absolument étonnante. Alors c'est vraiment un voyage, ça dure 1 semaine et c'est un voyage hors du temps parce que le phénomène de tous les jours voir le même paysage, de l'eau, fait que vous perdez un peu la notion du temps. Et il y a toute une vie sur ce bateau. Alors nous, généralement, les conférences sont en fin d'après-midi vers 16h30. Donc le reste de la journée, eh bien, il y a toujours des choses à faire. C'est
vraiment une animation permanente, de très bon goût, très agréable. Et effectivement, les soirées de gala, c'est très plaisant parce que les gens jouent vraiment le jeu. Les hommes sont en smoking, les femmes ont des robes très élégantes. Et c'est vraiment un des plaisirs du bateau de participer à ces très très beaux moments. Et c'est vrai que c'est une croisière qui est pas du tout galvaudée. Je pense que les gens qui ont déjà voyagé, il y en a plusieurs ici qui l'ont fait, sur le Queen Mary 2, en ont toujours un souvenir assez ému. Moi, je dois dire que 2 traversées m'ont vraiment séduit. Je suis ravi d'en faire une 3e en 2026. Juste une petite question, le décor a été fait... Alors, très bonne question. Alors, il faut savoir que le Queen Mary 2 est un bateau qui a été réalisé relativement récemment. Donc, tout ça est dans l'esprit de... vous n'avez pas des décors anciens, parce que le bâtiment n'est pas un bâtiment ancien. C'est un bateau qui n'est pas un bateau ancien, mais tout est parfaitement recréé dans l'esprit. Alors, effectivement, tout fonctionne. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un paquebot qui est vraiment un paquebot à l'ancienne. Donc, vous avez vraiment toute la répartition entre la poupe et la proue au sens habituel. Il faut prendre l'habitude de savoir de quel côté est ceci, de quel côté. Et tout ça donne vraiment un sentiment d'être dans ces grands bateaux mythiques que l'on a évidemment en mémoire, comme le Normandie, etc., le France, bien sûr. Et c'est vraiment un bateau qui, à ce niveau-là, fonctionne très, très bien. Et l'atmosphère redonne ce sentiment, même si, encore une fois, les décors ne sont pas anciens, mais tout est à la manière de, et c'est une véritable réussite que cet aménagement. Donc c'est vraiment... Et alors, ce que disait Caroline, l'arrivée se fait très tôt le matin, ce qui fait que quand vous avez la chance, moi j'ai eu la chance les 2 fois, que le temps soit beau, vous arrivez sur New York et vous avez une vue absolument sur New York exceptionnelle, et le bateau est pratiquement à quai, à la hauteur de la Statue de la Liberté. Donc vous avez en plus un moment, le temps du débarquement, il faut prendre son temps, parce qu'on a cette vision assez extraordinaire, et c'est vrai que c'est un voyage tout à fait étonnant, c'est un peu un retour dans le temps, et c'est en même temps, bien au fond, on retrouve un peu l'atmosphère qui était ces grandes transatlantiques telles qu'on les a connues sur d'autres bateaux. Et là, le Queen Mary 2 a repris le flambeau. La Gunnar est une compagnie anglaise. Et il y a beaucoup, moi je dois dire que la toute première fois où j'étais sur le Queen Mary 2, c'était lors du jubilé de la reine Elisabeth. Alors là, je peux vous dire que c'était absolument extraordinaire parce qu'on a eu des gâteaux à l'anglaise avec la couronne. On a eu, alors vraiment, c'était une atmosphère très, très, très anglaise. Et je dois dire que c'est pas désagréable. Ah bien sûr, God Save the Queen, bien sûr, puisque c'est vraiment toujours un grand moment. Donc voilà. Là aussi, le programme n'est pas du tout établi, puisque vous l'avez vu, la croisière est encore assez loin dans le temps. Voilà, on a encore un petit peu de temps. Et pour finir, donc là, c'est une de nos croisières. On a toutes des croisières coup de cœur, hein, mais c'est... celle-ci, c'est aussi une de nos préférées, c'est au fil du Danube. Donc là, au niveau des escales, vous partez de Vienne et vous retournez sur Vienne. Vous allez faire les villes assez mythiques, Melk, Dürstein, Bratislava, Budapest, et retour sur Vienne. Donc voilà, c'est un fleuve qui est quand même très charismatique, où il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Une très belle navigation. Effectivement, vous allez pouvoir admirer Budapest de nuit. Et je pense que c'est quelque chose d'assez étonnant. Faire l'abbaye de Melk et voilà, découvrir, je pense que là tu vas en parler un petit peu, les tableaux de l'Art Nouveau au palais du Belvédère. Donc ça, on vous a mis un petit peu nos points forts, sachant que la brochure n'est pas encore et le programme n'est pas totalement finalisé. Et là, donc, tu retrouveras donc David Chantran sur cette croisière et votre bateau sera le Vivaldi. C'est 88 cabines, donc 176 passagers maximum. Donc là, on retourne vraiment sur de petits bateaux, petite capacité.
Et là, alors, c'est aussi une croisière que j'ai eu le plaisir de déjà connaître plusieurs fois. Alors là, cette fois-ci avec David, encore un grand plaisir. Et c'est vrai, est-ce qu'on peut revenir sur l'image précédente, pardon? Voilà, par exemple, vous avez des lieux, alors Vienne, on n'en parle plus, Bratislava est une très très jolie ville à découvrir, Budapest extrêmement riche également, mais vous avez vraiment, alors c'est vrai que l'abbaye de Melk est un endroit fabuleux, mais par exemple Ercegom, qui n'est pas forcément une ville que l'on attend, alors c'est une immense cathédrale, mais immense, complètement disproportionnée par rapport à la taille de la ville actuelle, mais à une époque, Ercegom a été capitale, très peu de temps, mais ce fut une capitale. Et vous avez alors une cathédrale, vous dire que c'est la plus belle du monde, j'irai pas jusque-là, c'est une espèce de gros pâté monumental, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un trésor sacré dans cette cathédrale qui est un des plus beaux trésors que j'ai vus dans un bâtiment religieux. Ce sont des pièces absolument étonnantes et d'une qualité d'orfèvrerie, d'émaillerie, tout à fait hors du commun. Donc si la cathédrale n'est pas un des plus beaux bâtiments du monde, loin de là, le trésor qui est à l'intérieur est tout à fait exceptionnel dans la qualité des œuvres, la qualité du travail qui a été réalisé. Le musée a été en partie réaménagé. La présentation met en valeur ces pièces qui sont tout à fait étonnantes. Donc quand on arrive, on se demande un petit peu ce qu'on va voir, mais dès qu'on est à l'intérieur de la cathédrale dans le trésor, on comprend pourquoi on s'arrête, parce que c'est magnifique. Et c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Donc il y a beaucoup de découvertes comme ça, d'endroits qu'on n'attend pas forcément. Et puis alors bien sûr, il y a Vienne et tout ce qui relève de l'Art Nouveau, c'est-à-dire aussi tout ce qu'on appelle la sécession viennoise, avec, là ce sera un de mes grands sujets de conférence, j'en suis sûr, sur cette sécession avec Klimt bien évidemment, mais également ce qu'on appelle le Wiener Werkstatt, l'atelier viennois, qui est à l'origine de pièces d'orfèvrerie, d'argenterie, de verrerie, tout à fait étonnantes. Et le Wiener Werkstatt, c'était un atelier viennois qui devait faire des pièces d'une qualité superbe, ouvertes à tout un chacun. Ce fut un fiasco financier total, parce que les matériaux sont de telle qualité et tellement importants que c'était pas du tout rentable, qu'il aurait fallu les tirer en plus grand nombre, et l'atelier viennois finira en faillite. Mais les pièces sont absolument remarquables, tellement remarquables que vous avez maintenant à New York un musée qui s'est spécialisé sur la Vienne de la Sécession. C'est le très très beau musée qui est la Neue Galerie à New York, qui est la propriété de Ronald Lauder, le fils d'Estée Lauder, et c'est lui qui a acheté le fameux tableau de Klimt, le portrait d'Adèle Bloch-Bauer. Vous avez sûrement vu le film La femme au tableau avec Hélène Mirren. Eh ben, le tableau, qui a une histoire absolument terrible, est maintenant à New York, et le musée de New York rend un grand hommage à tout ce qui touche, entre autres, les collections d'art décoratif de la Vienne Sécession. Donc là, on verra des choses assez extraordinaires à Vienne autour de l'Art Nouveau. Et ben, lui, il est resté à Vienne, puisque le portrait d'Adèle Bloch-Bauer était dans le même musée que le baiser, mais les Autrichiens ont dû le rendre à la descendante d'Adèle Bloch-Bauer. Donc le baiser, lui, est resté à Vienne. Par contre, Adèle est partie vers les États-Unis. Et donc là, c'est Voilà, alors là aussi, différents lieux et bâtiments que l'on pourra voir. On voit Budapest ici en bas, différentes visions. Alors, si juste une chose, tu en parlais Caroline, c'est cette arrivée à Budapest de nuit, c'est-à-dire qu'on a une descente de Budapest. Budapest est sûrement la ville la mieux éclairée que l'on puisse avoir à l'heure actuelle en Europe. Ce qui n'est plus le cas de Paris, puisque pour des raisons d'économie et autres, les bâtiments parisiens sont plus totalement éclairés la nuit. Donc quand on descend la Seine, actuellement, c'est un peu triste, parce qu'il y a des bâtiments qui sont complètement sombres. Si vous passez devant le musée d'Orsay, il n'y a plus de lumière le soir. Alors logiquement, c'était 22 heures, c'est devenu 20 heures. Donc c'est un peu un des problèmes quand on descend la Seine, ce que j'ai fait dernièrement. Mais par contre, alors à Budapest, quand on descend le Danube, la ville est admirable. D'ailleurs, elle avait reçu un prix pour être la ville la mieux éclairée d'Europe. Et d'être sur le bateau, là, je peux vous dire qu'on est tous sur le pont du bateau, et là vous avez une descente absolument magique, féerique, de la ville de Budapest éclairée de nuit. Très bien, donc on arrive au terme de cette... J'ai l'impression de passer ma vie en voyage. On se donne rendez-vous pour 2027
pour la suite du prochain épisode. Un énorme merci Serge. C'était un plaisir. Là se termine donc notre présentation. C'était absolument merveilleux et je pense qu'on a tous envie de venir avec toi sur chacun de ces voyages. Merci à toi. Merci à vous, merci Caroline.